C'est le début de la saison 2, des nouveaux épisodes intéressants, des nouveaux invités fascinants. C'est le début de la saison 2. Oh, David Bocage au micro et la schizophrénie qui vous revient pour une nouvelle saison de Dread sur le tape. Très content de vous retrouver, très content. L'été fut long, j'ai trainé comme un débile. Non, très content de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dread sur le tape. J'ai des grosses nouvelles, je suis très excité, j'ai beaucoup de nouvelles pour vous aujourd'hui. En fait, 2 très grosses nouvelles. À commencer par la première, le début de la saison 2. Et oui, certains commençaient à nous écrire à savoir qu'on revenait. Eh bien, on revient cette semaine, car c'est cette semaine le début de la saison régulière de hockey. Et donc, on est à jour. Donc, voilà. Alors, à chaque lundi, comme à l'habitude, sortira jusqu'en avril, dans la nuit de dimanche à lundi, un nouvel épisode de Dread sur le tape. Donc, le lundi, vous allez vous réveiller avec un nouvel épisode dans vos oreilles pour débuter la semaine en beauté. Donc, j'ai d'ailleurs très hâte de vous faire écouter les nouveaux épisodes, de vous les partager, parce qu'on en a déjà enregistré, on a déjà pris de l'avance évidemment, et on a des invités cette année là. J'ai très hâte, des épisodes variés, des invités atypiques, des parcours incroyables. Donc, honnêtement, j'ai très hâte de vous montrer tout cela. Deuxième nouvelle pour laquelle je suis encore plus excité. Oui, aujourd'hui, c'est le début de la saison 2, en effet, mais encore, c'est aussi aujourd'hui qu'on a décidé de lancer un projet qui s'intitule Mission Forsberg. Donc, aujourd'hui, on lance en même temps que la saison. Là, en ce moment, là, c'est live depuis quelques heures sur Internet. On lance une campagne Ulule, c'est l'équivalent francophone de Kickstarter. Donc, une campagne de sociofinancement Ulule intitulée Mission Forsberg. Et alors, c'est très simple, je vous explique. On veut ramasser 5 000 $ pour que j'aille enregistrer 6 épisodes exclusifs en Suède, dont un avec nul autre que Peter Forsberg. Oui, Peter Forsberg. J'ai enregistré également 6 épisodes making-of sur l'espèce de le making-of, les coulisses, les dessous de cette aventure nordique dans le berceau gelé de tout ça, là, tu sais. Alors, donc, ces 12 épisodes-là sont exclusifs à la campagne Ulule. Donc, si vous voulez avoir accès, il faut participer à la campagne. Ce ne seront pas des épisodes qui seront disponibles dans la saison présente ou future de Dread sur le tape. C'est vraiment des épisodes exclusifs aux gens qui participent à la campagne. Il faut évidemment qu'on ramasse l'argent, qu'on réussisse la campagne pour y aller. Donc vraiment, ça va être vraiment un effort de gang. Dread sur le tape, c'est depuis le début. Producer Tom et moi, on a mis déjà depuis plus qu'un an et demi autant argent, énergie. On a mis des milliers de dollars de notre poche, sincèrement, tu sais, pour faire ça, pour faire ce projet-là qui nous fait triper. Maintenant, ça va tour de nous aider puis de faire qu'on puisse aller plus loin avec le podcast et qu'on puisse continuer à faire du contenu indépendant vraiment trippant, tu sais. Si vous voulez que des affaires comme ça continuent d'exister, c'est à vous de jouer. Il y a plusieurs packages dans la campagne. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ça là, sur toutes nos pages de médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. L'adresse de la campagne, c'est Ulule, Ulule. Ulule, c'est français là, pour ceux qui se demandent d'où vient ce nom-là. C'est ça, des idées comme ça. Donc, ulule.com, ulule.com/Mission Forsberg. Donc, Forsberg, c'est écrit F-O-R-S-B-E-R-G, comme disent les Français, Forsberg. Donc, Mission Forsberg. Alors, vous pouvez aller là-bas, il y a des packages, qui appellent des contreparties que vous pouvez vous procurer, dont plusieurs qui impliquent notre marchandise. Certains ont commencé à nous écrire à savoir comment on peut se procurer. Peut-être vous avez observé sur les médias sociaux nos sweatshirts, hoodies qui commencent à circuler depuis cet été. Eh bien, ils sont disponibles en primeur à travers la campagne Ulule. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit parce que ce soit Jay du Temple ou Catherine Levac, moi-même ou Sam Breton ou plusieurs autres de mes amis qui ont vu apparaître sur les médias sociaux notre marchandise, eh bien, elle est disponible en primeur dans la campagne. Plusieurs packages intéressants, vraiment, desquels on est sérieusement très fiers. Et aussi, il y en a peut-être qui se disent, hey, je veux continuer d'encourager le podcast, j'aime Dread sur le tape, je veux que ça continue à exister, mais je veux pas contribuer à cette hauteur-là. Pour les épisodes en Suède, ça m'intéresse moins. Eh bien, vous pouvez contribuer quand même à la campagne, ne serait-ce que 5, 10 $, peu importe le montant que vous jugez raisonnable. Ça nous aide, ça fait une différence dans le podcast, ça nous aide à continuer d'exister. Puis donc c'est à vous de participer. Comme j'ai dit, on est sur les médias sociaux. Puis aussi c'est très important, je sais pas si je l'ai dit, mais je me répète, faut qu'on atteigne notre objectif pour que ça marche. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on fait de toute manière. Faut qu'on atteigne l'objectif. Donc c'est vraiment un effort de groupe. N'hésitez pas à partager tout ça, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, dans vos groupes de hockey, des pools, dans votre groupe de hockey de ligue de garage. Partagez la vidéo qui est disponible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo
qui est disponible, qu'on a mis sur les médias sociaux, mais qui est disponible sur la page. N'hésitez pas à partager tout ça. C'est comme ça qu'on va réussir et qu'on va pouvoir créer cette espèce de projet de Mongol-là. Alors voilà. Je voulais également aussi, parce que j'ai beaucoup d'affaires que je vais vous dire, je voudrais d'ailleurs remercier quelques personnes qui m'ont beaucoup aidé pour mettre la campagne sur pied, à commencer par Producer Tom, qui est la personne que j'aime le plus, name drop, pour aucune raison. Mon frère François qui nous a aidé à monter la page en direct de Calgary parce que il habite là, pas parce qu'il s'est dit je veux travailler avec vous, mais je veux pas vous voir. Également, il y a Alex qui nous a aidé avec les graphiques, JB, parce que oui, JB aussi, on a aussi notre site dreadsultape.com. On a mis le bouton Ulule aussi dessus, donc vous pouvez aller sur dreadsultape.com, gros bouton vert Ulule. Cliquez là-dessus et ça vous amène, oui, c'est moi qui fais aussi les onomatopées dans le podcast, ça vous amène directement sur la page de la campagne. Alec Pronovo qui m'a aidé à réaliser, qui a réalisé la vidéo, mais avec évidemment ma participation parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais Alec et toute sa gang de Christophe ADOP, il y avait aussi le gars de son dont j'oublie le nom, mais toute la gang d'Alec. Merci pour la vidéo, Fred Levac évidemment au montage sonore et au jingle, et finalement Louis Max de chez Ulule à Montréal. Donc s'il y en a qui sont intéressés à faire des campagnes, Ulule sont super cool, ils vous accompagnent dans votre projet. Donc merci à Louis Max. Ce qui m'amène à premier épisode de la saison 2, et donc qui a été enregistré cet été au ZooFest. Oui, et je veux même remercier, je veux surtout remercier tous les gens qui se sont déplacés pour les enregistrements spéciaux devant public qu'on a fait, que ce soit à Gatineau avec Alexandre Picard, ou au ZooFest, on en a fait 2, un avec Yann Sauvé et Sam Breton, qui sera disponible plus tard dans la saison. Et évidemment, celui que je vous présente aujourd'hui avec Antoine Roussel et Sylvain Guimond. Merci de vous être déplacés, ça a été incroyable, ça a été vraiment une belle expérience, ça a été écœurant de vous rencontrer parce qu'on se demande tout le temps c'est qui écoute les épisodes derrière, qui sont les gens derrière les clics, les listens. Et j'étais content de vous rencontrer et que vous nous dites c'est cool, là, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun de vous rencontrer, puis c'était très différent aussi comme podcast, tu sais, ça change un peu évidemment l'ambiance de le faire devant le public. J'ai même hésité à mettre cet épisode-là comme épisode numéro 1 de la saison. Je me suis dit si quelqu'un découvre le podcast, il va penser que c'est des épisodes devant le public, puis ça l'est pas, puis je veux pas que ça le devienne nécessairement tout le temps parce que j'aime l'intimité des entretiens, mais je trouvais que c'est une très belle entrevue, c'est un bel entretien, les gars sont extrêmement bons, généreux, pertinents. Et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Donc, sans plus tarder, on lance la saison 2 en grande pompe. Allez voir notre page Ulule, Mission Forsberg. Allez voir ça sur les médias sociaux. C'est à vous de jouer. Et comme je dis dans la vidéo, c'est à vous de me faire une passe drette sur le tape. Donc, voici l'épisode avec Antoine Roussel et Sylvain Guimond. Allez voir notre campagne. Bon début de saison. Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Ici Marc Blondin. Dread sur le tape avec David Bocage. Mesdames et messieurs, le premier est docteur en psychologie sportive et le deuxième est français. Non, c'est pas vrai. Il joue pour les Stars de Dallas. S'il vous plaît, accueillez Sylvain Guimond et Antoine Roussel. Yes! Yes! Soyez-vous les boys. Chanter. Oui. Et pas y es-tu un peu haut le bain est tout le temps trop pour moi. Ah ouais. Eh bien. Prenez place honnêtement. Je savais pas par où commencer avec vous les gars parce qu'en fait il y a plusieurs liens entre vous. Je trouve que c'est un combo assez intéressant aujourd'hui parce que Sylvain, tu as travaillé en psychologie sportive, tu travailles encore, tu as travaillé pour les Canadiens de Montréal. Mm-hmm. Puis Antoine, statistiquement, toutes les chances étaient que tu ne joues pas dans la Ligue nationale. Né en France, t'as pas été repêché. Pourquoi? Non, mais fait que c'est ça que je voulais un peu parler. Je vais commencer, puis là, comme j'ai dit aux gars, ils peuvent vraiment interrompre la conversation parce que c'est une longue discussion. Puis je veux juste vous dire aussi, on va prendre les questions à la fin du public. Fait que si vous avez des questions en tête pendant le show, gardez-les en tête. Puis Thomas, à 10 minutes de la fin, il va m'interrompre et on va pouvoir vous demander la parole. Donc, je vais commencer avec Antoine parce que c'est un point de départ assez intéressant. Le hockey en France, nous, on n'a aucune idée. Comment t'en es venu à jouer au hockey en France? Comment ça a commencé? Puis l'état du hockey en France, pourquoi commence? En fait, moi, j'ai commencé à jouer au hockey parce que j'étais un enfant turbulent
qui bougeait partout. Et puis, fait que ma mère m'a mis au rugby, ce qui est un sport quand même assez populaire en France. Et puis, ça, c'est une anecdote, en fait. C'est ma mère qui me l'a raconté, que moi, je raconte à chaque fois. Ouais. Et, il faisait trop chaud sur le terrain de rugby, il y a du gros soleil, là. Moi, j'étais plus capable. J'allais toujours sur les lignes de côté chercher de l'eau. Puis là, je disais aux autres, hey, venez, on prend un break, là, on va chercher de l'eau. Fait que là, le coach, il est plus capable de me voir. Il dit, lui, là, t'es out. Fait que là, je me suis fait mettre dehors de l'équipe de rugby. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais, ma mère a dit toujours que je suis plus jeune. C'est vrai que, comme si j'avais commencé le rugby à 2 ans, mais sûrement à 3-4 ans. Puis, tu commençais jeune, quand même. C'est rudimentaire, j'imagine, là. Puis c'est ça, fait que j'en ai commencé de même. Puis je me suis fait mettre dehors. Puis ma sœur qui est dans la salle, qui est dans le coin là-bas, qui faisait du solfège, elle apprenait le piano. Et c'est vraiment, c'est comme exactement comme dans les films, là, comme les jeunes français, le rugby et le solfège. Exact, c'est très français. C'est vraiment, c'est exact. Et puis donc la patinoire était direct à côté de où est-ce qu'apprenait ses leçons. Puis moi je disais, c'est quoi ce gros building là? À ma mère tout le temps je me répétais. Fait que là à un moment donné, on est rentré dans la patinoire et puis là j'ai vu les jeunes jouer puis j'ai dit, ouais, c'est bien trop cool, c'est ça que je veux faire. Puis ils ont dit non. Non. Après ça, quand ils ont vu le prix de l'équipement, ils se sont dit, donc, on s'embarque. Ah, mais honnêtement, c'est quoi pour des parents français, un enfant qui dit je veux jouer au hockey? En plus, il faut dire sur glace en France, il faut le préciser parce que juste hockey, ça peut être hockey sur gazon. Tes parents, là, c'était pas des joueurs de hockey, j'imagine? Non, aucun des deux. Puis comment ils réagissent quand leur enfant dit je joue à cette affaire-là? Je pense qu'ils étaient juste contents que je veux m'impliquer dans un sport, puis que je veux m'occuper puis faire du sport. Je pense que c'était vraiment leur priorité. Puis aussi après la première pratique, apparemment que j'étais brûlé, je disais plus rien, ils étaient contents. Ça c'était avant le Ritalin, il y avait le hockey. Ouais, exact. C'est quoi la perception des Français du hockey en général? Parce que tu sais, on a peut-être une perception erronée ici nous de ça. Est-ce que la perception quand toi t'as commencé à jouer au hockey pour les Français, le hockey c'était quoi? Puis est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui? Pour un Français, là, le hockey, c'est vraiment associé au Canada. Okay. Puis ça fait, en tout cas pour chaque jeune qui joue au hockey en France, le rêve là, c'est de jouer au Canada. Puis ça fait tellement rêver de faire des voyages au Canada, de jouer contre des Canadiens. Puis je me souviens quand j'étais plus jeune, on jouait contre des équipes canadiennes. Puis on les regardait avec des gros yeux. Hey, ils sont bons les Canadiens. Puis là nous autres, on était là, les mauvais. Fait que là, ça continuait comme ça. Puis t'avais quel âge là, dans les tournois de hockey? Bon, là je grandissais. Là, ma mère a dit que j'avais 5 ans, mais en fait j'avais 7. Là. La référence c'est vraiment ta mère. Elle a pas pu faire le voyage là. Ah, Colin. Mais, on va y venir à ta mère, on va y venir. Mais non, c'est ça. Donc tu jouais au hockey en France, mais il est arrivé un moment où tes parents ont décidé de comme déménager la famille. Et ça a comme un peu changé aussi ta carrière puis le parcours de hockey que tu as eu. Qu'est-ce qui s'est passé? En passant, le bébé qu'on entend, c'est le tien, là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y en a 2, là. Pour les gens qui se demandent, genre... Parce que là, si vous dites, genre... Quelqu'un s'est dit, je vais amener mon bébé au podcast, mais non. Il tripe sur Antoine Roussel. C'est vraiment pour les développer. Ouais, c'est ça. Mais... Ce serait des gens intelligents. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle, ton gars? Théodore. Théodore? OK. Donc, c'est ça, c'est le bébé Antoine. Donc, tes parents ont pris une espèce de grosse décision familiale en 2004. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mes parents, leur objectif, c'était de... quand on est déménagé au Québec, c'était pas vraiment juste pour le hockey. Ah, c'est ça, faut dire aux gens, ça, la famille... Toute la famille a déménagé. Ma sœur, mon père, ma mère, tout le monde est arrivé en bateau. Ça a pris 3 semaines. Mon Dieu, mais il est parti du Vietnam dans la guerre. Non, c'était loin. C'était loin. Vous êtes venu en bateau? Ben oui. Comment ça se fait, oui? Non, on a pris l'avion comme tout le monde. Mais écoute, t'es un solide acteur, j'y croyais. Peut-être me reconvertir. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mes parents, ils ont décidé, leur objectif, c'était d'ouvrir un bed and breakfast au Mont-Tremblant, qu'ils opèrent toujours, ça s'appelle l'Escale du Nord. Et puis, c'est vraiment leur rêve, là, de vraiment changer de vie. Puis, c'était leur crise de la quarantaine, là, vraiment. Là. Puis, c'est une grosse crise. Là. Et en fait, pour moi, c'était exceptionnel. Là. Moi, je pouvais vraiment suivre mon rêve de jouer contre des Canadiens que j'expliquais plus tôt, puis d'aller au Canada. Puis c'était... Toi, tu jouais contre des équipes de Canadiens, il y avait 9 ans, il y avait de la barbe. Tu dis, moi, c'est ça que je veux être plus tard. Je veux être un bûcheron, tu t'imagines ça. Puis t'arrives ici, il y en a plus. Non, c'est ça. Mais tes parents, pourquoi ils ont choisi le Canada? C'était-tu une espèce de vision romantique, là, les caribous, tu sais, où il y avait quelque chose On faisait beaucoup de voyages, en fait.
mes parents ils nous racontent que depuis qu'ils étaient très jeunes, ils voulaient toujours partir de la France. Fait que ça a toujours été une petite graine dans d'eux qui disait à un moment donné ça va arriver. Puis l'opportunité avec moi qui joue au hockey aussi. Puis je pense qu'ils voulaient aussi me donner une chance, une opportunité. Donc ça a été vraiment quelque chose de familial. Mais il y en avait une que ça faisait pas son affaire, c'était ma sœur. On la salue d'ailleurs. Salut, elle est là-bas. Et elle, ma sœur, elle voulait vraiment pas faire le voyage. Elle avait ses amis, elle avait son réseau, puis elle voulait vraiment pas bouger. Puis pour elle, ça a été plus difficile, mais maintenant, je suis sûr qu'elle est très contente d'avoir fait le voyage aussi. Est-ce que le fait que tu joues au hockey, le Canada, est-ce que ça a été un facteur de dire notre gars il est quand même pas pire au hockey, le Canada c'est le pays où les joueurs de hockey se développent, ça a-tu vraiment été un facteur dans leur décision de bouger la famille au Canada? Non, je pense que les opportunités de travail, puis les gens ici se rendent pas assez compte comment on est chanceux de faire partie de ce beau pays, le Canada. Et puis on est je vends pas ma salade, c'est vrai. Mais parce que Antoine aussi a le passeport canadien. Exact. Et donc il y a rien à gagner, il le dit vraiment pour. Je le pense vraiment. Et non, c'est ça. Ils sont tombés en amour avec la région du Mont-Tremblant, les Laurentides. Et puis quand ils se sont promenés plusieurs fois, ils ont dit regarde, c'est ça qu'on veut faire plus tard. C'est quand même très précis. Là, on déménage au Mont-Tremblant. Non. Et la région, on n'a pas parlé, mais la région dont tu viens en France, ça s'appelle? Ça s'appelle le Nord. C'est le plus au nord de la France. Non, mais plus vague, là. Non, mais la ville, précisément, c'est... Ça s'appelle Roubaix. C'est à côté de l'île. OK, c'est ça. Et mais on a beaucoup déménagé aussi en Europe parce que mon père, il y avait beaucoup de promotions. Il travaillait pour Philips. Et puis, pardon? Les promotions, il courait les rabais. Son père courait les rabais. Non. Exact. Ouais, exact. Si tu peux sauver 5$ sur un steak, tu le fais. C'est comme n'importe quoi. On déménageait pour ça. Ouais, c'est ça. mais dans l'art, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler est-ce que vous étiez pas des ch'tis? Ah ouais, on est des ch'tis, ouais. Pour vrai? Quand vous rentrez à l'Escale du Nord, mon père, il a fait poser une affiche et bienvenue chez les ch'tis. Bien avant le film avec Danny Boone. Non, en fait, ça arrivait un peu au même moment. Pour vrai? Ouais, ou c'était, parce qu'avant, c'était un petit peu ringard d'être ch'ti. Fait que là, c'est rendu cool. Ouais. OK, cool. Bon. On peut pas tout rajouter non plus, tu sais. QN, pour Sylvain. Sylvain, c'est quoi je voulais commencer déjà avec toi, c'était? Regarde, il a pas été repêché, je vais te parler du repêchage, là, Mais non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai que, je veux juste savoir, juste avant que tu parles, est-ce que tu t'étais pointé en personne au repêchage? Oui, j'étais juste, ma sœur, on en parle souvent, mais c'est parce qu'elle est là, puis oui, on parlait d'elle. Un échec comme ça, on est allé, mon père et ma sœur, au draft, c'était à Ottawa en 2008. Okay. Et puis, j'avais pas vraiment d'attente. J'espérais entre la 6e et 7e ronde me faire ramasser. J'ai tiré un petit peu. Puis il y a 7 rondes au total. Exact. Donc c'était tough. Ouais. Et puis on s'est présenté, j'étais en habit tout, puis on a passé l'après-midi là, puis on est parti bredouille. C'était drôle. C'est-tu le pire jour de ta vie? Non. Toi, t'as pas plus... C'était une déception, mais après ça, je me suis dit, c'est la vie. On enchaîne. On enchaîne. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Il y a des pour certains joueurs, pour être repêché, c'est le début de la fin, ou ces trucs, Sylvain, t'allais dire. En fait, ce qui est drôle dans ton cas, c'est que t'es loin d'être le seul dans la Ligue nationale qui a pas été repêché. Il y en a plusieurs, parce que les premiers choix de la première ronde ont 23% de chance de faire la Ligue nationale. Donc, même si t'es dans la première ronde, t'as bien des chances que tu fasses pas. Et quand on dit faire la Ligue nationale, ça compte combien de games? Ça veut dire jouer. Jouer au moins quelques games dans la Ligue nationale. Puis la deuxième ronde, ça tombe très bas, ça tombe à 8%. Puis là, ensuite, lorsqu'on arrive à la troisième et quatrième ronde, ça tombe autour de 4 à 5%. Puis tout ce qui est en haut de la quatrième ronde, troisième, quatrième ronde, aucune différence. Que tu sois invité ou t'es repêché, ça fait aucune différence. Donc les troisième, la cinquième, sixième, septième ronde, même la quatrième, c'est rien. C'est pratiquement... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si t'es invité, t'as autant de chances que eux de faire la Ligue. Sinon, même plus, parce que les équipes s'attendent à rien de toi. Et quand t'es invité à un camp. Quel camp t'es invité à ce J'étais invité plusieurs fois, en fait. Après mon repêchage, j'ai été invité au camp de Columbus. Et puis, là, je me suis pointé là-bas, ça a vraiment pas bien fait. Après ça, je suis allé qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour ça? J'étais pas dans la mentalité, j'étais nerveux, j'étais pas, je voyais ça vraiment gros, puis je me souviens, je patinais, je tombais tout seul.
Le monde, il riait de moi. Il faisait-tu des jokes de français? Ou qu'est-ce qu'il disait? En plus, je parlais pas anglais. C'était compliqué. L'anecdote, c'est que quand ils m'ont appelé pour m'inviter au camp, puis que là, j'étais avec mon téléphone, et en tout cas, j'étais au Hooters avec un de mes amis. Ah, c'est ça! La vérité sort. Le poulet Hooters, non, mais... C'est de là que tu veux t'inviter. Puis là, le téléphone sonne, puis là, le monsieur s'appelait Don Boyd, puis je m'étais pratiqué à lui parler avec la mère de mon ami Étienne. Et je me pratiquais Don Boyd, Antoine Roussel speaking, puis ça s'arrêtait là, mon anglais. Là, j'étais là, tabarouette. Et là, il commence à me parler tout. Je dis, c'est mon chum qui s'est occupé de mon invitation, parce que lui, il savait parler anglais. C'était un ami québécois, ça? Un ami québécois, oui. Ah, wow. T'as dit Columbus, c'est vraiment drôle, en fait, un drôle de hasard, parce que cette année, repêchage 2017, Théodore, s'il te plaît. Hooters, on salue ta copine d'ailleurs. Columbus a repêché en deuxième ronde le joueur français a repêché le plus haut de l'histoire du repêchage. C'est un petit gars de Grenoble qui s'appelle Alexandre Texier. Lui non plus, il parlait pas beaucoup anglais au repêchage. C'était déjà mieux que moi. Oui, bon, quand c'est pas peu dire. Et il a été repêché 45e au total, 45e joueur de tout le repêchage. C'est la première fois qu'un joueur se faisait repêcher de la Ligue française, puisqu'il a été repêché des Brûleurs de loups de Grenoble. Juste le nom des équipes de hockey en France, tu vois que c'est pas leur sport, là, visiblement. C'est quoi un Brûleur de loups, premièrement? Je sais même pas. Exactement. Bon, alors, invente des termes. Mais il a été repêché 45e. C'est la première fois que ça arrive. Est-ce que il y a une espèce de... Je sais pas si c'est une impression, parce qu'en plus, les Français ont bien fait récemment dans les compétitions internationales. Est-ce qu'il y a comme une lancée, ou est-ce qu'il y a un développement du hockey en France qui explique qu'un gars est repêché aussitôt, même si... Je pense que les joueurs se développent de mieux en mieux maintenant avec l'accès à la technologie. Ça, souvent, je vais dans des écoles de hockey, puis j'explique aux jeunes que c'est facile maintenant de se développer si les jeunes le veulent, parce que c'est facile de regarder son iPad, de regarder qu'est-ce que Sidney Crosby ou Patrick Kane a fait, puis quel genre de move il utilise, versus moi, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas la TV, là. Tout le monde me pose souvent la question, est-ce que tu avais des joueurs préférés? Puis je leur disais non, moi, mon joueur préféré, c'était la Ligue nationale. Là. C'était 700 joueurs. Ouais, c'est ça. Puis fait que j'avais une cassette VHS, c'était les 100 plus beaux buts. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais elle est vraiment bonne. Et je l'ai écouté plus d'une fois. Là. Ah oui, je pense que c'est des cassettes que mon père achetait ça au Temple de la Renommée quand il allait travailler à Toronto. Tu regardais ça, j'attends que tu meurs. Il n'y avait pas YouTube, c'était la même cassette. Ça fait penser, Sylvain, psychologie sportive, c'est que beaucoup de monde voit des psychologues dans la vie, mais la psychologie sportive, qu'est-ce qui est spécifique au sport, en psychologie, des besoins que les athlètes ont que pour le commun des mortels, qui n'est pas un athlète professionnel, on pourrait pas savoir que ça existe. La différence, c'est qu'en psychologie clinique, ils vont voir des patients qui vont traiter de la dépression, de l'anxiété. Ils vont surtout faire des traitements. En psychologie sportive, nous, on s'occupe de la partie de la performance. Donc, ça va être de l'anxiété, mais souvent de l'anxiété de performance. On va parler surtout de leur conversation interne, le soliloque. Donc, comment ils vont travailler à l'intérieur, comment ils sont en fait avec eux-mêmes. On va parler d'estime de soi, de confiance en soi, de l'image de soi. On va parler d'où ils sont situés. On va les aider sur plusieurs points, mais toujours et presque à 100% par rapport à la performance. Tandis qu'un psychologue, lui, ce qui s'occupe, c'est surtout et avant tout de ramener les gens en bonne santé au niveau de leur santé mentale. Nous, ce qu'on s'occupe, c'est de la performance. Y a-t-il des points en psychologie sportive qui sont précis aux joueurs de hockey? Des facteurs que tu dis, ça, c'est typique des joueurs de hockey, précisément. Ah ben, il y a certains points, mais je te dirais qu'en général, dans tous les sports, ça revient au même. C'est tout le temps, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es responsable de tes pensées à 100%. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que tu es responsable de tes pensées à 100%. Puis tu sais, toi, tu es toujours ton pire ennemi. Et si tu arrives à t'en faire un bon ami, puis à être capable de t'encourager, puis de te sortir de tourner en rond, puis d'être inquiet, puis de dire je suis pas assez bon, j'y arriverai pas, ben là tu finis par avoir un soliloque interne qui est très puissant. Les gens qui réussissent bien, ben c'est parce qu'ils ont moins de doutes. Puis le doute, c'est le contraire de la confiance. Mais aussitôt que je me mets à douter, mais je suis pas dans le moment présent. Puis le hockey, ce qui est très unique au hockey, c'est que c'est un sport extrêmement rapide. T'as pas le temps au doute, parce que c'est toute une question de réflexe. Donc si je commence à douter, là, je vais ralentir. Puis si je ralentis le jeu, ben c'est terminé. C'est time and space. Donc, tout se joue dans un espace très, très restreint. C'est extrêmement rapide. Fait que ça devienne un instinct. Pour pouvoir avoir de l'instinct, il faut que tu aies confiance.
C'est lesquelles, mettons, je te dirais, les raisons les plus précises pour lesquelles les gars te consultent quand ils viennent te voir, les problématiques les plus répandues chez les joueurs de C'est les hockey? problèmes qui arrivent avec YouTube. Quand ils vont au club, là, chez Paris ou coach, c'est pour ça qu'ils me consultent. Ah, oui? Non. Quoi, tu t'ouvres la porte, mon chum? T'as bien dit à Montréal qu'on a croisé une liste, hein? Je vois vraiment pas de quoi. Ah ouais, c'est ça. Il sait pas c'est où. Ah non, c'est ça. Ah. Non, il était chez Hooters. La raison pour qu'ils consultent, en général, c'est ils vont dire Hey Doc, I think I lost my confidence. C'est toujours j'ai perdu ma confiance. Donc, c'est comme si c'était là, mais c'est quelque chose qu'ils perdent parce qu'ils deviennent à douter d'eux. Et au moment où le doute s'installe, mais c'est pas comme ça que tu as pu faire la Ligue nationale. Fait que souvent, c'est là-dessus. Fait qu'on regarde, ce qui est la motivation intrinsèque, c'est quoi qui te motive vraiment à bien performer. Puis deux, quelle est ton évaluation de toi-même. Ça se trouve être l'estime de soi. Fait qu'on commence pas par la confiance, on commence par l'estime de soi. C'est quoi, pour expliquer la différence entre les deux? La différence, c'est assez simple. Si tu dis que tu veux vendre ta voiture, tu vas le faire estimer. C'est une estimée qu'on donne toute une valeur. Chaque être humain, quand on performe, on est en train de se comparer à d'autres êtres humains. Donc, tantôt, tu parlais de Sidney Crosby, de d'autres, on se compare. On se compare aux autres athlètes, puis on voit où on se situe. Puis les jeunes, c'est la même chose là, à bas âge. Ils vont faire la même chose, ils vont se comparer, puis ils vont dire dans l'équipe, je pense que je suis peut-être le 5e meilleur joueur. Dans la Ligue nationale, on fait exactement la même chose. On va se comparer, puis on va dire voici où j'ai ma place. Puis chacun se bat pour un spot, puis c'est difficile. Donc ça c'est l'estime que j'ai de moi. Si mon estime est haute, il y a des chances que ma confiance aussi soit haute. La confiance, en fait, ça n'existe pas d'avoir un excès de confiance. Tu peux pas avoir trop confiance dans la vie. Ce que les gens ils confondent, c'est l'arrogance et la confiance. L'arrogance, c'est l'extérieur. C'est ce qu'on veut dire aux autres, parce qu'on a peur qu'ils rentrent, qu'ils viennent voir qu'effectivement, à l'intérieur de moi, j'ai pas vraiment confiance. Et quand j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de le dire. C'est intrinsèque à moi. C'est à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin, tu sais, Mario, Lemieux, Sidney Crosby, tout ça, ont pas besoin. C'est tellement puissant dans d'eux, leur confiance, que elle est là, elle est puissante. Donc, la confiance, ça se trouve être ma capacité à faire des choses. C'est l'évaluation que j'ai de moi. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et si ma confiance est élevée, je vais me risquer, puis je vais probablement réussir. Mais à travers les réussites, il y a un paquet d'échecs. Mais il faut que tu saches que l'échec, c'est seulement une façon de toi d'apprendre pour continuer. Puis le dernier point, ce que les joueurs ont le plus peur, tout le monde, c'est tout le temps qu'est-ce que les autres vont dire de moi. Tu sais. C'est quand tu dis, quand j'ai commencé à patiner puis j'ai tombé, ils riaient de moi. Mais on a tous, même les joueurs de hockey, ils disent on n'écoute pas la radio, on regarde pas la télé, on lit pas les journaux, c'est faux. Il y a pas un joueur. Est-ce que tu écoutes ce qu'ils disent? Moi, je lis la presse. Là. Fait que je sais tout ce qui se passe du Canadien, mais rarement des stars. Mais il va falloir que tu apprennes anglais bientôt, Antoine. Ça va te rattraper. Non? Ce que ça veut dire, David, c'est simple, c'est que il y a aucun joueur qui est pas imperméable là tout ça. Non, c'est impossible. Si on dit quelque chose de bien sur Antoine, ça lui fait plaisir, ça lui donne de la confiance. Puis si au contraire dans les journaux on l'attaque puis on l'abaisse, ben ça va être pire. Excuse-moi de te couper, mais je pense que chaque joueur veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce que les gens veulent dire ou qu'est-ce qui se passe en son nom vraiment. Là, c'est avoir leur juste. Ça te motive ou ça peut te déconcentrer, mais tout le monde, on n'est pas insouciant à se faire féliciter ou à se faire critiquer. Tu sais, Antoine, toi, c'est... Non, j'allais dire. Puis en même temps, les gens me demandent toujours, moi, en ayant travaillé avec le Canadien, c'est difficile de travailler avec le Canadien, de jouer au hockey avec le Canadien, au contraire. C'est la plus belle place à jouer au hockey au monde si tu donnes 100% de toi-même, un peu comme Steve Bégin. Les gens vont t'aimer tellement, ils vont tellement être là derrière toi, mais si tu viens jouer ici à Montréal, puis que tu te traînes les pieds, puis que là, c'est pas la bonne place de venir, parce que les gens, ils connaissent le hockey, puis tu risques de te le faire remettre sur le nez. Mais si tu es quelqu'un qui donne 100% de toi-même, même si tu fais des erreurs, les gens vont t'aimer quand même. T'as à dire, Antoine? Non, je pense qu'il y a tout à fait raison. C'est une magnifique place pour jouer au hockey, puis chaque joueur veut venir jouer ici ou aimerait jouer ici, mais seulement quand tu gagnes. Exactement. Est-ce que tu sens qu'à Dallas, t'aimes ça aussi, l'aspect anonymat aussi, puis l'aspect un peu... tu sais, justement, les gens là-bas, il y a le football, il y a beaucoup de sports avant le hockey. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, ouais, ça m'enlève un peu de pression, ou t'aimerais avoir de la pression pour encore plus te pousser? Personnellement, je l'ai jamais vécu, là, vraiment, de vivre dans un environnement où faire partie d'un marché original. Fait pour jouer pour les Stars, c'est sûr que la qualité de vie
en général, pas juste de l'anonymat, mais juste la qualité de vie est assez exceptionnelle. Nous, on arrive au mois de décembre, puis là, je me rends compte de plus en plus, en ayant des enfants, c'est, admettons, faire aller à l'épicerie. Là, j'ai pas besoin de mettre le manteau, la tuque, les mitaines, les bottes d'hiver. Là, j'arrive à l'épicerie, il faut que j'enlève tout le kit. Là, après ça, je peux juste prendre mon garçon, aller à l'épicerie dans une poussette. Là, il est en pyjama, puis ça fait pareil. Fait que je pense que c'est des fois, c'est juste cette qualité de vie qui est que des joueurs apprécient. Ouais. Mais un joueur comme lui, il serait aimé ici. Parce que c'est des gens qui sont intenses, il est à 100% tout le temps. C'est les genres de joueurs qu'on adore parce que justement, ils donnent 100% d'eux-mêmes. En plus, il parle français, imagine. Exactement. En plus. Pas besoin de parler anglais. Ouais, c'est ça, exactement. Tu continues de lire la presse, mais là, par exemple, ça servirait contre toi à ce moment-là, au niveau. Mais je veux savoir, parce qu'on parlait de la confiance en soi, il parlait de, justement, c'est votre combat de chaque jour. Toi, tu le vis à l'année, c'est ça que tu fais à l'année, des hauts, des bas, des années de contrat, des années de... Comment tu deals avec ça sur une base régulière, tu sais, les bonnes et mauvaises performances? Quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment accès à un gars comme Sylvain ou puis quand j'ai commencé pro, je me souviens, un été, j'avais pas de contrat, puis j'étais pas toutes les équipes, j'ai fait les camps d'entraînement, mais j'ai fait Boston, Columbus, Boston, les Canucks, puis après Boston, j'avais une année de misère, je filais pas, j'avais pas joué beaucoup, j'étais dans les estrades la moitié du temps. Puis j'avais vraiment de la misère, tu sais, j'avais pas vraiment confiance en moi. On disait que je savais plus jouer au hockey, puis je me le disais un petit peu. Puis j'ai passé tout l'été à m'entraîner, puis là, j'étais fâché après mon agent. Je me dis, voyons, pourquoi il me trouve pas en dire, j'ai joué toute l'année dans la Ligue américaine, il serait capable de me trouver au moins une invitation à quelque part. Je me souviens, là, je l'appelais là à tous les 3 jours. Puis on en est où? Puis maintenant, il me le redit, il me dit, t'étais tellement fatigant après moi que j'ai pas eu le choix de te trouver quelque chose. Il dit, des fois, il y a des joueurs, ils disent, OK, ben, il se passe rien, puis ils sont corrects. Mais moi, j'étais pas tellement pas correct avec ça qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, là, faut que tu fasses quelque chose. Si ton agent fait pas le job, je veux pas avoir d'excuses. Fait que là, je m'étais dit, je vais appeler les équipes moi-même. Puis je me souviens encore, j'avais appelé 3 équipes moi-même. J'avais appelé, j'avais pas eu de retour d'appel, là, mais j'avais laissé des messages. En anglais. Et en anglais. À quoi ça et je pense qu'ils avaient pas compris. Et moi, je me dis une controversial. C'est à quoi ça ressemblait? Non, mais là, ça allait mieux quand même. J'avais pris de la confiance et tout ça. Ça allait mieux. Et je me souviens qu'une fois, j'étais au Carrefour Laval avec ma femme, puis un scout, je sais pas si c'était le scout en chef de Buffalo. Il m'a dit, ben écoute Antoine, on apprécie ton appel, on va le prendre en considération et s'il y a quoi, on va te rappeler. Mais juste le fait qu'il me rappelle, ben tu sais, au moins j'avais eu l'impression que ça, tu sais, j'avais fait quelque chose, tu sais, je m'étais impliqué, puis si ça marchait pas, ben tu sais, je pouvais partir la tête haute là. Est-ce que ce moment-là, c'était le moment le plus difficile de ta carrière? Ouais, vraiment. Mais en même temps, tu sais, je suis content d'avoir vécu parce que des fois j'y repense, tu sais, comment c'était à Providence, comment j'avais de la misère, puis je vais chercher le positif là-dedans. Je me dis, ben, tu sais, qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Exact. Puis ben, tu sais, j'essaie de, puis c'est un travail constant, tu sais, tu peux le confirmer à tous les jours. Tu sais, des fois tu repenses, t'es dans un combat continuel un petit peu de dire, OK, là, ça a mal été hier, mais tu sais, il faut tourner la page. Puis qu'est-ce que tu as fait précisément? Qu'est-ce que tu as appris de ça, justement, en psychologie sportive, pour sortir de cette espèce de trou-là? Comment tu as fait, en fait, puis qu'est-ce que tu as appris de ça? D'être positif, de travailler plus fort, puis de... vraiment, après cet été-là, j'ai vraiment essayé de travailler mes faiblesses sur la glace. Puis tellement j'ai travaillé des faiblesses, j'ai changé où est-ce que je m'entraînais, mes méthodes d'entraînement aussi. Puis c'est après cette année-là que j'ai rencontré Sonia. C'était la personne que je voyais. Maintenant, je la vois plus puisqu'elle est retournée en Europe. Mais c'était une psychologue comme Sylvain. Parce que ça a été le jour et la nuit dans ça fait une différence. Ah, énorme. Je jouerais pas dans la Ligue nationale si elle avait pas été là. C'est quoi les trucs précisément qui te donnent, qui font une différence? Ben, comment organiser tes pensées un petit peu, tu sais, OK, là, tu penses pas de la bonne manière, pourquoi? OK, ben, essaie, tu sais, au lieu de combattre, accepte, tu sais, accepte dans la situation que t'es. Là, on va pas aller dans les détails, là, mais, c'est vraiment accepter dans la situation dans laquelle tu es. Puis fais-y face, OK, pourquoi t'es stressé, OK, ça se passe pas bien avec ma blonde, mon coach il est sur moi, OK, bon, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour remédier à cette situation-là? Puis là, on dirait que tu sais toute l'anxiété que t'as au fond de toi,
pas disparaît, tu sais, mais tu la contrôles. Au lieu qu'elle prenne le contrôle de toi, toi tu lui dis, garde, reste là, bouge pas, tu vas être en contrôle. Je vais aller au casino, je reviens. Non, on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu là. Ça, c'est quand elle prend le contrôle. Ouais, c'est ça. Non, mais 29 rouges. Non, mais... L'anxiété, c'est constant dans ta tête. Mais si tu lui fais face, puis tu la prends, ça va aller. Mais si tu y résistes, c'est pire. Ouais. Donc, l'anxiété, c'est comme une belle-mère. Là. Si tu l'invites, elle viendra pas. Si tu l'invites, elle viendra pas, mais si tu l'invites pas, elle va être là. On dirait de la sagesse de Gilles Latulippe. Oui, exactement. Mais c'est vraiment important parce que je comprends. quand les gens sont anxieux, ils peuvent faire ça à la maison. Puis l'anxiété, là, ça touche tellement de gens, même chez les jeunes. Puis c'est quelque chose qui est maintenant partout. L'anxiété, plus j'essaie de résister, puis je me dis je suis pas anxieux, plus je suis anxieux. Donc la seule façon de le faire, c'est de dire viens, c'est correct. Je t'accueille, puis elle va s'en aller. Quand tu résistes, ça grandit, mais quand tu l'accueilles, elle s'atténue tout simplement. Absolument. C'est une question autant pour Antoine que pour Sylvain. Avec ce que tu as vécu, puis avec ce que toi, tu t'enseignes, si tu avais à donner un conseil à un jeune, justement, qui est au point où t'en étais, c'est-à-dire un jeune, mettons, qui n'a pas nécessairement été repêché, un jeune qui veut jouer dans la Ligue nationale, qu'est-ce que tu lui dirais? Que tu aurais aimé savoir quand tu avais son âge? De pas attendre de consulter, de voir quelqu'un. Ouais, pour psychologie sportive. Vraiment, ouais. Ouais. De bien s'entourer. En fait, c'est vraiment de bien s'entourer, de faire une équipe. Moi, avant chaque été, j'organise je le mets sur papier, en fait. J'organise rien d'autre, mais je mets c'est quoi mon équipe, c'est quoi l'équipe Antoine Roussel, parce que tu joues dans la Ligue nationale, mais t'as quand même besoin de ton équipe personnelle. C'est qui tes contacts, c'est qui que si t'as un petit bobo, tu vas aller voir. Puis des fois, les équipes de la Ligue nationale s'occupent très bien de toi, mais ils ont 24 joueurs à qui penser. Il fait que peut-être qu'Antoine Roussel, il tombe un petit peu plus bas dans la liste, mais moi, Antoine Roussel, il est au haut de la liste dans ma liste. Tu vois la différence? Ouais, puis toi, quand tu parles de ton entourage, tu parles autant des professionnels de la santé? Je parle d'un entourage professionnel. Donc, mon psychologue, entraînement, équipementier, là, vérifie que mon équipement, ça fonctionne bien, mes patins, mes ci, mes ça. Après ça, quoi d'autre? Il travaille avec un gars qui est extraordinaire, qui s'appelle Jean-François Ménard, qui est un ami à moi. On s'est rencontrés au Cirque du Soleil. C'est une personne qui est spécialisée en psychologie du sport, lui aussi. Puis, tous les jeunes ont besoin de ça. Là, aujourd'hui, avant d'être ici, je faisais une séance avec quelqu'un qui s'en va aux Olympiques au niveau du patin. J'ai beaucoup de monde au niveau du hockey, mais on a tous besoin de ça. Mais on veut pas en parler. C'est comme si c'était un peu tabou. Quelqu'un comme Antoine qui s'est rendu où il s'est rendu, puis il n'a pas peur d'en parler. C'est un exemple pour les autres. La raison pourquoi il a réussi, c'est simple, c'est parce qu'il est devenu un modèle. Quand on s'entend que tu le fais pour ton propre ego, pour toi, ça fonctionnera jamais. Les plus grands athlètes, les joueurs de la Ligue nationale, je vous le garantis, les 700 joueurs, vous en avez très peu qui se prennent pour d'autres. C'est pas eux autres qui se prennent pour d'autres, c'est ceux qui voudraient être à leur place. Mais ceux qui sont des vrais comme lui, ils se prennent pas pour d'autres, c'est eux autres les autres. Ils réussissent, ces gens-là. Puis il réussit parce que justement, il est allé jusqu'à appeler lui-même pour dire « Hey, j'ai une place ». Puis moi, j'ai un de mes amis qui a joué dans la NFL, il a fait la même chose. Il a contacté, puis il a envoyé son vidéo de joueur à toutes les équipes. Je dis, t'as fait ça? Il dit, oui. Et c'est comme ça que j'ai eu un essai. Il était tanné de recevoir mes vidéos. Puis il a fait le club. Wow. Écoute, c'est des histoires comme ça, il y en a plein. C'est un joueur de la NFL ou de la CFL? Ou NFL. NFL. C'est qui les athlètes? Parce que tu as travaillé avec plusieurs athlètes. Je sais pas si c'est vrai, j'avais lu Mario Lemieux, Tiger Woods. Mario, quand il a eu mal au dos, moi je me suis occupé de lui parce que ma spécialité, c'est au niveau des maux de dos. La biomécanique, c'est mon premier cheval de batteur. C'est ce que je faisais dans la Ligue nationale partout encore aujourd'hui, avec le Combine, avec les équipes. J'ai travaillé avec les Stars, justement. Là. J'ai fait les évaluations avec les Stars, avec les Rangers de New York, avec plusieurs équipes, puis avec la Ligue nationale. Et ça a été la biomécanique au début. Mais par la suite, j'ai décidé de continuer mes études, de les faire à San Diego en psychologie du sport. Puis quand je suis revenu, ben là, je me suis retrouvé à refaire la Ligue nationale, mais ce coup-là, du côté de la tête au lieu du corps. Mais mon doctorat était sur la personnalité et la biomécanique, donc le lien qu'il y a entre le côté physique et le côté psychologique. Est-ce qu'un gars comme Mario Lemieux, qui avait l'air tellement nonchalant, tellement confiant, est-ce que tu as remarqué au niveau de la psychologie quelque chose qui fait qu'il était peut-être aussi dominant? Il était dominant parce que Mario, c'est quelqu'un qui est simple. Les gens, on le voit comme nonchalant, c'est beaucoup quelqu'un de très gêné. Donc, c'est pas quelqu'un qui est froid, c'est pas quelqu'un qui est distant, c'est au contraire, c'est une personne exceptionnelle. Puis il est exceptionnel aussi comme directeur général, même que je veux dire comme propriétaire de l'équipe.
Puis la raison de ça, c'est simple, c'est que c'est quelqu'un qui est vrai, il est authentique, il est vraiment, puis c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Si on fait dans la Ligue nationale, là, il y a une partie, on n'en parle pas, mais il faut que les joueurs soient intelligents. Puis il faut que tu saches dans quelle case tu rentres. Fait que même si tu te bats, si tu te dis, je suis pas un joueur des 2 premiers trios, puis que c'est là que tu veux être ces 2 premiers, mais c'est pas là que tu vas fitter, ben tu vas te retrouver dans la Ligue américaine. Et c'est pas vrai que les 700 joueurs de la Ligue nationale sont les 700 meilleurs joueurs de hockey au monde. C'est pas vrai. Parce que des joueurs qui sont dans la Ligue américaine, ils sont sur la première ligne, ils ont beaucoup plus de skills, ils ont plus de talent que certains joueurs qui sont dans la Ligue nationale. C'est officiel. Mais la seule raison pourquoi ils peuvent pas passer, c'est qu'ils ont pas pris un rôle qui va leur permettre de passer à cet endroit-là. Fait qu'à un moment donné... Il faut que tu sois le meilleur dans ton rôle. Dans ton rôle, exactement. C'est exactement ce qui fait que tu es dans la Ligue nationale. Ce qu'il dit Sylvain, c'est vrai, parce que quand je me suis pas fait pêcher, mais dans mon équipe junior, il y en avait 4-5 qui étaient, ou plus, qui étaient meilleurs que moi, qui ont tous été repêchés en 2e, 5e ronde. Mais ils avaient pas une qualité qui les différenciait des autres. Exact. Puis dans le fond, excuse-moi de te couper, mais non, c'est bon. tu veux vraiment, tu sais, avoir le. On a des rapprochements ici. Tu veux vraiment, tu sais, être différent des autres. Puis dès que t'as une différence, comme moi, je me souviens que j'étais combatif, puis je travaillais fort, mais il y en avait pas 50 autres comme moi que je connaissais ou qui faisaient pareil. Fait que ça m'a différencié, puis je me suis rendu compte que c'était ma seule façon d'atteindre la Ligue nationale. Puis mais quand les gens viennent me voir, la première chose que les jeunes me disent, c'est j'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale. Fait que je dis OK, c'est quoi que à quoi t'es très très bon? C'est quoi ta plus grande qualité, ta plus grande force comme joueur? Je patine super vite. Fait que je dis OK, retourne patiner, patine encore plus vite. Parce que ils vont seulement te remarquer sur ce que t'es bon, pas pour ce que c'était pas bon. Ce que t'es pas bon, adresse-les, corrige tes défauts, mais travaille surtout sur tes forces. Puis c'est ça qu'Antoine a fait, c'est qu'il s'est démarqué où il est vraiment meilleur dans ce qu'il fait. Et il a travaillé sur ses forces. Il a adressé ses faiblesses. On fait attention pour pas que ça nuit. Mais à part ça, on peut pas, tu sais, moi, j'entends souvent se dire, ça, c'est un joueur complet. Ça existe pas bien, mais à part, là, Sidney Crosby puis quelques exceptions, c'est pas vrai. Ça, c'est parce que tu sais pas quoi dire comme qualité aux joueurs, là. Tu dis, t'es un joueur complet, mais c'est pas tout à fait vrai. Les joueurs ont tous des qualités bien précises et c'est sur ces qualités-là qu'ils doivent mettre l'accent parce que c'est là-dessus qu'ils vont être remarqués. Dans le cas d'entraînement où tu es invité, ils vont remarquer sur ton intensité, sur le joueur que tu es, sur 100%, puis ils ont dit, hey, lui, il a sa place. Parce que tu avais des qualités bien précises. Ben, écoute, j'ai une anecdote parce que quand j'ai fait mon 2e camp dans la Ligue nationale, c'était à Boston et c'était l'année où Tyler Seguin s'est fait repêcher et j'étais tellement excité. Puis j'arrive au camp d'entraînement, puis là je regarde le roster de l'équipe. La liste des joueurs, puis je regarde, okay, mais il y a une étoile à côté de mon nom. Je me dis, voyons, okay, je suis chanceux, il y a une étoile à côté de mon nom, tu sais. Puis là, je regarde l'affaire, je regarde la légende en bas, c'est marqué le joueur avec les étoiles n'iront pas au camp principal. Première journée du camp. Là, ouais. Tu me dis déjà, la liste a dit tu vas déjà pas. Fait que là, j'ai mis 1 heure à m'en remettre. Là. Après ça, je suis passé à une autre affaire, mais je me suis dit que dans le peu de temps que j'allais être là, j'allais faire le maximum là, pour me faire remarquer, pour me faire inviter. Je me souviens d'ailleurs, je parlais de Tyler, j'étais arrivé, là, je l'avais gelé d'aplomb. Ben comme il faut. Il était pas content. Qui était pas content. Il m'en reparle encore d'aujourd'hui. Il me dit, toi, quand t'étais venu, là, parce qu'on est coéquipiers maintenant, ouais. Et il me dit, toi, quand t'étais venu à Boston, je taillissais. Puis il le disait même. Et puis, mais tu sais, j'avais fait quelque chose pour me faire remarquer. Ouais. Et puis, pour finir l'histoire, ça a fait en sorte que aussi je me suis fait inviter au gros camp. Et c'est à quel moment dans ta carrière que tu as compris, moi, mon créneau, c'est bottom six, 2, 3e, 4e trio, joueur d'intensité, peu importe comment on veut l'appeler. C'est quand tu as compris, moi, c'est ça ma niche, puis c'est dans cette direction-là que je vais travailler. À quel stade t'as compris ça? Quand même assez rapidement quand je jouais junior, mais tu vois, Sylvain disait quelque chose tantôt, puis je suis pas forcément d'accord avec ça. Quand t'as une chaise, c'est vrai, t'as une chaise, comme mettons, moi c'est un joueur d'intensité, mais je pense que pour rester le plus longtemps dans la Ligue nationale, faut toujours que tu veuilles un peu plus. Oui. À chaque année, il faut que tu dises, faudrait que j'en fasse plus. Ouais. Je serais capable de livrer la marchandise davantage. Puis c'est ce qui arrive aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui vont faire ça, ils vont rentrer par cette chaise-là, mais après ça, c'est à toi de démontrer ce que tu es capable de faire. Ton temps de glace, il dépend de toi. C'est ce que tu donnes. Donc, un jour, si tu te démarques, puis tu peux passer à l'autre niveau. Ils ont tous les habiletés pour faire ça de son. Ça veut pas dire que tu commences sur la 4e, que tu peux pas être la 3. Exact. C'est rien qui est écrit dans le ciel. Exact. Vraiment. Puis à l'inverse, c'est la même chose.
petit peu descendre. Mais oui, facilement. J'ai une question aussi, encore une fois, pour les deux, puis vous avez vu de chacun de votre position. L'athlète que vous avez vu, que vous avez côtoyé, que vous avez affronté, ou que tu as travaillé avec, qui t'a impressionné, le plus impressionnant au niveau des capacités psychologiques ou de la force psychologique? La dureté du mental. Ouais. Ben, c'est un athlète que je m'occupe qui est au Japon. C'est un sumo. Ah ouais, un sumo. C'est quoi son nom? J'adore ça, là. Quand je vais là, je me sens mince, là. On le recommande. Ça coûte le billet d'avion pour aller au Japon. En fait, sur Koaka, mais ce qu'il a fait, c'est qu'une fois, il était concentré, puis il avait les yeux fermés. Fait que je lui demande, après, quand il sauve les yeux, à quoi tu pensais? Il dit, j'étais en train de remercier mon adversaire de samedi prochain. Je dis, remercier ton adversaire? Il dit oui. Je lui remercie d'être aussi bon. Grâce à lui, il me rend meilleur. Typiquement japonais. Ouais, mais c'est l'excellence. Je pensais que ça voulait dire une grosse poutine. Ça voulait dire, non, ça voulait dire justement que lui, il avait du respect pour l'autre, puis il dit grâce à lui, il me rend meilleur. Et ce qu'il m'a surtout enseigné, c'est le plus important, c'est pas d'être le meilleur qui soit, mais d'être le meilleur de soi, parce que j'ai pas de contrôle sur les autres. C'est la même chose dans n'importe quel sport. Je peux juste être meilleur de ma performance à moi. La performance des autres, j'ai aucun contrôle. Ouais. Antoine, l'athlète, tu joues contre les meilleurs au monde. Les athlètes dans la ligue que tu dis, y a-tu quelque chose qui peut le déséquilibrer, lui, coudonc, ou il est tout le temps concentré comme ça? Le monde me demande souvent si je suis impressionné de jouer contre Sidney Crosby ou Alex Ovechkin ou ces gars-là, puis non, je suis pas impressionné, il faut pas, puis mais je sais que quand il est sur la glace, faut que je sois prudent, mais est-ce que ça m'impressionne? Non. On dirait que je suis plus dans cette étape-là. Puis je pense pas que je l'ai déjà été. Mais pas au niveau de l'impressionner, mais dans le fond de respecter des gars. Tu dis, j'ai quand même à apprendre, ou je trouve ça impressionnant, ce gars-là. Je trouve qu'il y a une capacité de concentration exceptionnelle. D'être impressionnant, ça c'est sûr. Là. C'est des gars qui sont impressionnants, mais pour répondre à ta première question, les gars qui m'ont inspiré, c'est plus des gars comme puis Alex Burrows ou puis je m'entraîne avec, je le côtoie assez souvent, puis on a eu un peu le même parcours, puis Alex m'a un peu pris sous son aile, puis je trouve ça le fun de voir comment il pense, comment il est compétitif, puis c'est le fun de pouvoir le côtoyer comme ça. Je vois le temps qui passe. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non. Ok, non, non, je vois le temps qui passe. Je veux aussi qu'on arrive aux questions. Une autre affaire dont je voulais vous parler, ça concerne plus Sylvain. Je sais pas si tu vas voir où je m'en vais avec ça. En avril 2014, sur les ondes de RDS, ils ont demandé à Ginette Renault. Ah non. Ils ont demandé à Ginette, c'est mon ami, c'est ma grande amie depuis toujours. C'est ça. Ils ont demandé à Ginette Renault à l'émission le 5 à 7, c'était en direct devant le Centre Bell. Ginette chante pour les Canadiens en série avant les games. Ils ont demandé à Ginette comment est-ce que t'en es venu à chanter avant les parties du Canadien, et on a même l'extrait audio. Alex, elle a répondu ceci. Alors, c'était pour Michel, le coach, avec sa femme. Ouais. Et c'est Sylvain Guimond, le psychologue des sportifs, qui est mon ami. Ouais. Donc, je ne fais pas y refuser ça. Il m'a fait l'amour 3 fois. En fait, elle s'est trompée, c'est 4 fois. sur la même érection. La dureté du mental. C'est ça, exactement. Ça passe par là. Non, mais la réalité, c'est que j'étais là, moi. Puis j'étais juste en bas de la scène. Puis c'est mes 2 chums qui sont là. Puis c'est vrai que c'est moi qui ai demandé, parce que Michel, il me dit, Sylvain demande à Ginette, ça viendrait chanter l'hymne national. Fait que je dis, Ginette, tu viendrais chanter pendant les séries. Ouais. Elle me dit, non, je chante plus des arénas. J'ai dit, celle-là n'est pas trop frette, ça devrait être correct. Elle dit, non, donne-moi une seule bonne raison pourquoi je dirais oui. J'ai dit, parce que je te le demande. Elle dit, OK, je vais y aller. Fait qu'elle dit, tu vas venir me chercher chez nous, tu m'amènes jusqu'au bord de la patinoire, tu me ramènes chez nous après. Fait que je dis, OK, je vais tout faire ça. Fait que là, Michel était super content, les joueurs capotaient, tout le monde dans le centre, c'était incroyable, ça crée une ambiance fantastique. Puis là, mais elle, elle peut dire n'importe quoi à Ginette, c'est vraiment pas arrêté. Mais non, on n'a jamais... Vous avez jamais couché ensemble? Non, je l'aime bien gros comme ami, mais non. OK, elle invente ça. Ouais. En tout, tu croyais ça épais. Ben là, moi-même, j'ai couché avec Ginette. Non, non, mais je trouve ça drôle que, tu sais, toi, t'es là, elle dit ça en nom, tu devais être comme, ben voyons, pourquoi elle dit ça, ou t'as connaissé assez? Avec Ginette, là,
je sais ce qu'elle peut dire n'importe quoi. Là. Elle a le sens du showbiz, dans le fond, là. Ben oui. C'est de la leçon de ça va bien showbiz. que moi, j'étais là en avant. Ça fait que ça... Là, j'ai... Ouais. On récupère ça comment, là? Ouais, ça. Ben, Fait qu'on dit c'est pas 3 fois, c'est 4 fois. Ouais, c'est ça. Il y en a une couple de nonos comme toi qui vont croire ça, t'sais. honnêtement, mes rêves, je les laisse intacts. Puis je Moi, pour garde- être sur le show ici, il fait que je couche avec la recherchiste, là. Ah oui. Que tout le monde sait ça. C'est ça. Combien de fois, Valérie? Non, Ouais. non, mais en fait, il fallait que je le demande. Tout le monde me disait, Sylvain Guimond, tout le monde Ah ouais, le monde tout le monde te m'écrivait. demande ça. Ben ouais, il disait, Pas grand-chose à faire, ta gang qui t'écoute. regarde. C'est un message aux auditeurs. Je suis désolé, vous avez l'air tout intelligent. Il reste quand même un petit, juste une dizaine de minutes. Je pense qu'on va finir ça là. On finit là-dessus. On finit Tu peux là-dessus. chanter, par exemple, si tu veux. Oui? Ah non, ben tantôt, pas tout de Là, suite. vas-y. Mais Ok. non. À la fin, rappelez-moi, on fait OK, chanter. on va c'est sûr. Avant, juste qu'on prenne une dernière question. Je voulais te demander, on n'avait pas fini quand tu es arrivé au Canada. Tu arrives de la France, tu as 16 ans, tu commences à jouer au hockey au Québec. La différence, là, quand... Dis pas, t'es arrivé en canot, il va le croire. Ouais, c'est ça. Moi, je crois tout. Ouais, c'est l'espèce de différence quand t'as juste joué au hockey en France dans ta vie, puis là t'arrives au Canada, puis t'es comme c'est ça que tu voulais faire. Puis, tu sais, c'était quoi un peu les grosses différences qui t'avaient marqué du hockey français au Canada? Moi, je me souviens que quand je suis arrivé au Québec, en France, là, premièrement, là, j'étais dans les bons. J'étais pas le meilleur non plus, mais j'étais dans les bons. J'étais dans dizaine de ma catégorie d'âge, dans les meilleurs. Puis j'étais arrivé ici, là, j'étais un petit poisson là, dans l'océan. Là. Je me souviens, là, j'étais arrivé. Puis la première été, je m'étais pas entraîné d'été. Puis ma mère, on en reparle. C'était organisé pour qu'au moins j'ai une chance de faire le camp d'entraînement midget 3. Fait que là, j'étais arrivé au camp midget 3. Une game, je me souviens encore, il y avait des gars là, qui se sont fait repêcher, qui n'ont pas joué, mais qui me regardaient et disaient « Tabarouette, qu'est-ce qui se passe avec lui? Va-tu mourir? » Je faisais des chiffres de 15 secondes, j'étais toasté raide. Puis on était 3 lignes, puis là, ça taxait les autres. Les 2 autres ailiers gauche, ils me regardaient avec des gros yeux. Et lui, là, il fait le français, il est retourné chez eux. Fait que là, ça faisait vraiment pas. Mais fait que là, je me suis fait couper là, je me suis fait couper Midget Espoir par après. Puis là, je pensais que j'allais me faire encore couper Midget 2A. Finalement, j'ai réussi à faire l'équipe. Et puis de fil en aiguille, j'ai joué toute l'année midget 2A. Puis j'étais quand même vraiment impressionné par rapport au niveau au début là. Tu sais, je regardais les gars qui jouaient midget 3. Pour moi, eux autres c'était des dieux là au début. Puis ça a pris 1 an avant que je m'adapte. Puis à la fin de cette année-là, écoute, j'avais rencontré un dépisteur des Saguenay-Chicoutimi et il m'a fait signer une lettre d'invitation. Nous autres, on savait pas avec mes parents qu'est-ce qu'on signait. On voyait juste l'équipe junior qui me voulait. On disait, crème, c'est pas si pire. Et puis à l'époque c'était Richard Martel qui était coach. Et c'est une drôle d'anecdote là, je dérive un petit peu mais elle est drôle à compter. Puis fait que là ce dépisteur chef Pierre Parent là, Parent, il vient de mon coin, Sorel. Puis il voit clair. Il est bon joueur, il les voit. C'est un très très bon dépisteur. bon, en tout cas, je suis convaincu. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de noms. Il y a des gens qui leur doivent sa carrière parce que il est capable d'identifier des talents très. C'est vrai qu'il m'avait beaucoup aidé. Ouais, il est très bon. Il avait pas peur de faire des arénas où le monde allait pas, tu sais. Ouais. Fait que lui, il est allé dans ces arénas pour me voir. Puis, fait que là, c'était l'année suivante. J'avais commencé à faire le midget 3. J'étais pas allé au camp des Saguenayens parce que je leur avais dit, garde moi, je sais très bien si je joue à votre camp, vous allez me couper, puis je ferai pas le midget 3, je me ferai couper aussi, puis j'aurais plus de club. Je leur ai dit non, moi je viens pas. Je reste, je fais le midget 3. Puis j'étais late pour ceux qui connaissent ça. Je jouais 17 ans late. Et puis Ce qui veut dire que t'étais... J'étais dans les plus vieux de midget 3. Et puis là, j'avais l'audace d'appeler Pierre Parent. Je lui avais laissé un message et puis il m'avait dit ben là, tu sais, dès que tu auras fait ta place, on t'appellera peut-être pour des games. Mais en France, comment c'est fait, c'est ça arrive souvent, tu sais, tu joues dans le niveau d'au-dessus, tu vas jouer dans le dessous, tu vas jouer dans le niveau d'au-dessus. Fait que là, je m'étais dit même essayer. Fait que là, je l'appelle, je dis écoute Pierre, ça serait le fun, tu sais que j'ai mes 2 games, tu sais que je puisse venir m'essayer dès que vous avez des blessés, tout ça. Là, dans le dos, là, il y avait Pierre Parent qui a appelé Richard Martel. Il dit, écoute, j'ai un Français pour toi, il est vraiment bon, je l'aime. Puis Richard, il disait, j'en veux pas de ton maudit français, ils sont pas bons les Français, j'en veux pas.
Fait que là, Pierre Parent, l'histoire veut qu'il l'ait appelé pendant 1 mois de temps. Puis moi, je l'avais laissé 2 messages. Là, Pierre, il capotait, il était pris entre 2 feux. Et là, Richard a finalement succombé. Il a dit, OK, amène-le-moi ton maudit français dans les bons termes. Ouais. Il avait sûrement dit quelque chose d'autre. C'était sûrement plus vulgaire. Un peu plus vulgaire. Et puis, finalement, j'étais arrivé. Puis, justement, j'avais... dans l'équipe, il y avait David Desharnais. Ouais. Et j'avais joué pas sur son trio au début de la game, puis j'avais fini sur son trio à la fin de la game, puis ça allait vraiment bien. Première game, vraiment bien joué. Deuxième game, un but, une pause. Et après ça, troisième game, un autre but. Richard Martel a dit, tu fais l'équipe. Fait que t'es resté à ce moment-là. Je suis resté. Wow, ça vaut une clap quand C'était même. personnel. En fait, c'est la parfaite transition pour aller au public. S'il y a des questions au public, vous pouvez lever votre main. Je vais les répéter dans le micro, dis-je, pour Oui, ton nom c'est? Marc-Antoine. Marc-Antoine, salut. Et ta question? Je me demandais, est-ce que les coachs ont le droit de s'informer aux psychologues sportifs comment va la thérapie pour prendre des décisions hockey? Est-ce que les coachs ont le droit de s'informer auprès des psychologues sportifs pour savoir si ça peut influencer les décisions C'est une très de bonne question. Ça dépend de quoi on a parlé ensemble. Ça dépend si l'athlète accepte. En premier lieu, nous, ce qu'on doit faire, c'est toujours par rapport à l'athlète. Donc, quand je suis engagé avec une équipe, parce que c'est différent. Des fois, tu peux être individuellement ou tu peux être engagé par l'équipe pour t'occuper de toute l'équipe au complet. Donc, quand c'est clair, puis que tu peux parler à l'instructeur, c'est parce que tu as eu le OK du joueur. Mais ça demeure toujours le joueur et toujours la personne qui est ton client, avec lequel tu dois d'être vraiment confidentiel le plus possible de ce qui s'est dit ou ce qui se fait. Mais dans le domaine de la psychologie sportive, très souvent, c'est pas des choses qui sont cachées. C'est assez facile. Là, on voit que le joueur a manqué de confiance, il va t'en parler. J'ai une anecdote là-dessus assez spéciale. J'ai un des joueurs qui est avec le Canadien, on appelle ça LT Scratch, là, quand il joue pas. Ça fait 2 matchs, puis c'est un bon joueur. Puis je dis à Michel, je comprends pas qu'il joue pas, là. C'est un bon joueur, ça. Fait qu'il me dit, écoute, occupe-toi-en parce que de la façon dont il joue, il jouera pas longtemps avec moi. Fait que je le rencontre, j'ai dit, viens me voir dans mon bureau, puis il veut pas venir sur le coup. Fait que j'ai dit, je pense que ça va être important, ça va être 5 minutes qui va changer ta vie. Quand il est arrivé dans mon bureau, j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai dit, this is a steak. You haven't eaten for 2 weeks, so what are we gonna do? Puis le gars, c'est tellement un bon gars. Fait que j'ai dit, ça, c'est un steak, t'as pas mangé depuis 2 semaines, puis moi non plus, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je mets le cellulaire là. Il dit, maybe we could share it, on pourrait le partager. No way. Fait que je prends le cellulaire, puis je dis, never. Puis il dit, this is NHL. Il n'y a pas personne qui va te donner de quoi gratuit ici, là. Il va falloir que tu le gagnes. Je remets le cellulaire là. Puis là, il essaie de le prendre, je donne un coup de poing sur la main. Je prends le cellulaire. Là, il se dit, OK, le Canadien a engagé un fou, il avait raison, là. Et quand je l'ai remis là, je dis, toi, t'es une petite fille. Aussitôt que j'ai une petite fille, il a pris le cellulaire puis il l'a tenu. J'ai dit, that's why you play hockey. Tu joues pour ta famille qui sont donnés pour toi. Tu joues pour ta petite fille, tu joues pour ça. Le jour où tu vas voir que le puck, c'est comme le steak, tu vas gagner. Tu vas être premier sur le puck, tu vas jouer avec intensité. Puis c'est ce qui est arrivé, puis il n'a plus jamais manqué aucune game après ça. Est-ce que ce gars-là joue encore pour les Canadiens aujourd'hui? Il joue plus avec le Canadien. Il joue ailleurs, puis il est très bon. Est-ce qu'il est danois? Ça, je connais pas le gars. C'est bon. Mais très bonne question. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a, par applaudissement, je vous ai main levée s'il y en a qui ont encore, ils ont d'autres questions pour un de nos invités. Oui. C'est quoi le nom du gars? Piqué Subban, mais c'est ça. La confiance, il a l'air d'en avoir, Piqué, hein, bref. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour Antoine ou Sylvain? Oui. En fait, c'est pour vous deux. Je connais un gars qui joue 3e trio junior majeur. Ouais. Puis son coach, je sais, excuse-moi, là, je viens de faire un plombage, mais son coach peut le mettre dans un rôle d'intensité, de jouer défensif, tout ça, mais lui, il veut pas, son agent veut pas parce qu'il ne scorera pas de but et il ne sera pas repêché. Qu'est-ce que tu dirais à ce joueur-là maintenant? Je vais juste répéter la question, le temps qu'il fasse une réponse. C'est qu'il connaît un joueur de hockey junior majeur qui joue sur la 3e ligne et l'équipe veut l'utiliser comme joueur d'énergie, mais lui et son agent aimeraient ça qu'il joue plus haut et ça va savoir qu'est-ce que vous feriez. Et est-ce qu'il va être repêché s'il n'y a pas des points puis il est moins vu, là? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, vas-y, tu veux-tu répondre?
Moi, je trouve que c'est toujours délicat quand on laisse les agents gérer la carrière des joueurs des fois. Tu sais, dans le fond, t'es aussi bon que ton agent est aussi bon que toi, t'es sur la glace. Ouais. Si tu performes bien sur la glace, si t'es un joueur tu commences il faut que tu commences à quelque part, je pense. Puis pour moi, c'est facile de dire ça, étant donné que j'ai mes aptitudes telles quelles. Je suis peut-être moins aux offensives que certains joueurs, donc pour moi c'est plus facile peut-être d'accepter ce genre de scénario. Mais au début, là, je voulais toujours jouer sur la première ligne, puis la deuxième ligne, là, c'est des décisions qui sont difficiles, mais je pense qu'il faut pas commence sur la troisième ligne, puis fais tes preuves, tu vas finir sur la première ligne. C'est à lui de monter dans le fond. C'est la même chose, je dirais. C'est que si il a la chance de jouer, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va apprendre, ça va lui rester. Donc, il n'y a aucun joueur que tu peux dire, OK, je le place là, puis il va apprendre à jouer seulement ça. Donc, s'il apprend à jouer d'une façon différente, il va toujours pouvoir revenir. Le meilleur exemple de ça, c'est Guy Carbonneau. Il était dans le junior majeur, c'était un gars qui comptait plein de points. Il est arrivé dans la Ligue nationale, il jouait 5 minutes par game. Là, il a regardé ça, puis il s'est dit, si je joue défensivement, si je vais faire les 4 contre 5, ben, je vais avoir plus de temps de glace. Fait que c'est ce qu'il a décidé de faire, puis il a fait une carrière là-dessus. Je suis pas sûr s'il avait dit, je vais continuer à jouer juste le premier trio, ben, des gars comme Guy Lafleur, il était tout en avant de lui, là. Il aurait peut-être pas eu son spot. Fait que pour lui, il peut apprendre. Ça veut pas dire qu'il est confiné là pour le reste de sa vie. Tout à l'heure, tu le disais, là, tu sais, ça peut monter. Puis tout le monde rêve de jouer sur le premier trio puis d'être le premier compteur de l'équipe, mais dans une équipe, t'as besoin de toutes sortes de joueurs. T'en as eu des chiffres, toi, avec des bons... T'as été monté plusieurs fois sur les 2 premières lignes, toi, non? Oui, c'est arrivé. Puis c'est pour ça que j'étais excité qu'on ait signé Radulov aussi. Oui. Ça se pourrait peut-être que j'ai une chance de jouer avec. Toi, ou pas. On verra. Anciennement coéquipier d'Alechemski, nouveau coéquipier de Radulov. Donc, toi, tu t'espères peut-être jouer avec ça. Mais comment tu te sentais quand tu te faisais monter sur un trio avec un Jamie Benn, un Tyler Seguin? J'ai jamais joué avec Jamie parce que Jamie joue à gauche puis je joue à gauche. Ça donnait jamais, mais... j'aimais ça, c'était le fun, mais ma game changeait pas vraiment. C'est juste que on avait plus de finish. Dans le fond, moi ça m'ennuie toujours les gens qui disent t'as un premier trio, deuxième trio, troisième trio. C'est vraiment cataloguer des joueurs ou puis dans une équipe comme il disait Sylvain, t'as besoin de toutes sortes de joueurs. Puis ça te prend toutes sortes d'ingrédients pour faire une bonne recette. Puis si tu mets lui avec lui, ça fera peut-être mieux que si tu mettais tous tes joueurs de talent, puis après ça juste tes plombiers. Fait que si tu mélanges ton plombier avec ton talent, le plombier va aller chercher le puck, il va le donner au talent, il va le mettre dans le but. Mais tu sais, plombier dans le national, ça n'existe pas vraiment. Honnêtement, non, c'est vrai. Parce qu'il pourrait jouer n'importe où ailleurs. C'est des gens qui sont exceptionnels. T'es pas dans la Ligue nationale, c'était pas exceptionnel. Ça veut pas dire que tout le monde peut jouer sur les 2 premiers trios, mais c'est sûr que moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est justement les équipes qui gagnent. Dans la NBA, on a fait une étude pendant 16 ans à démontrer que les équipes qui gagnaient, c'est des équipes faites avec le plus de joueurs de personnalités différentes. C'est des joueurs intensifs, t'as des joueurs qui sont plus relax. Puis c'est pendant 16 ans que Christina Vesely, elle a démontré que les équipes qui gagnent sont variées. Et c'est pour ça que les Pingouins ont encore gagné cette année. Parce qu'ils ont accepté de laisser l'ego de côté. Puis on a vu ce qui est arrivé avec Marc-André Fleury. On a vu ce que Sidney Crosby fait avec Malkin. Il y a personne qui est jaloux dans cette équipe-là. C'est comme, on a un chef, là, qui est propriétaire, puis qui envoie un texto en disant, j'ai encore confiance à vous autres, je sais qu'on va gagner. Je me souviens, l'année où ils ont gagné contre Détroit, ils avaient perdu l'année d'avant. Et moi, j'étais dans la loge avec Mario. Puis quand ils ont perdu 5-0, je pense, une game qui était à Détroit, puis c'était Mario, ça se trouve être Marc-André qui gardait les buts. Puis quand on est sorti de l'aréna, ils disent, on va gagner la série. Il dit, on vient tellement maintenant d'être humilié, quand on va revenir, c'est sûr qu'on gagne. Fait que la première chose qu'il a faite, c'était le bon point. C'est ce qu'on avait besoin pour gagner, c'était cette défaite-là. Et c'est ce qu'il a envoyé comme message à tout le monde. C'est extrêmement puissant. Puis quand tu te fais dire ça par le meilleur joueur que joue au hockey au monde, probablement, là, qui a passé sa planète, ça fait comme, hey, si lui, il croit, nous autres aussi, fait que ça a changé. Puis l'autre affaire, c'est ce qui les a motivés, c'est la douleur d'avoir perdu l'année d'avant. Il avait surtout pas le goût de repasser tout un été à avoir encore perdu la Coupe Stanley par cette équipe-là. Puis ça a fait le changement dans cette série-là. Ça fait penser au sumo qui remercie l'adversaire de l'avoir planté. C'est la même chose. C'est pareil. C'est pour ça que je disais que tantôt, ça n'existe pas avec cette confiance. C'est le manque de respect pour la tâche à accomplir, le manque de respect pour ton adversaire. Quand tu sais que tu vas jouer contre quelqu'un qui est très, très bon, tu vas te préparer en conséquence. Puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement bon. C'est pas parce qu'il est impressionné par ces gens-là, mais il dit quand je suis à la glace avec eux autres, je fais plus attention. Ça veut dire que tu lui dois respect.
Puis quand tu fais ça, ben tu te prépares comme il faut, puis tu te dis j'ai une tâche à faire, je vais la faire le mieux que je peux. C'est comme les gens qui travaillent à la maison, là, puis il y a une tâche plate à faire à la job. C'est sûr que tu vas botcher, puis tu vas faire une job qui est pas d'allure. Mais si on te donne quelque chose qui a un gros défi, probablement c'est là que tu vas te dépasser le plus, puis tu vas dire hey wow, puis après t'es fier de l'avoir fait. C'est la même chose dans le domaine du sport. Absolument. C'est un très beau mot de la fin. Je regarde le cadran. On est déjà à 1h. Il y a un spectacle qui commence après nous. Donc, on doit opter. Honnêtement, merci à tout le monde de se déplacer. Une bonne main d'applaudissements à nos deux invités qui sont venus. Antoine Roussel et Sylvain Guimond. Merci vraiment d'être venus, les gars. Petite bouteille de vin pour Antoine et Sylvain qui sont du domaine Saint-Jacques, nos commanditaires, et qui sont le vignoble des parents de Jay du Temple, le humoriste et animateur. Merci aussi à Alex au son, un bon applaudissement pour Alex à la console et au Q. Thomas à la production, une bonne main à Valérie. En terminant, je veux juste vous dire que on dévoile pour la toute première fois, j'ai emporté un des chandails, on vient juste des sortes du four, donc on a une table juste ici à l'extérieur, vous l'avez peut-être vu en montant à l'extérieur de la salle. Avec les gars, on va aller là juste un petit peu après parce qu'il faut sortir de la salle à cause du spectacle qui s'en vient. Mais si vous voulez prendre une photo, les autographes, il y a un petit peu de la marchandise, on va être là pour vous dire allô. Merci encore d'être venus et bonne soirée à tout le monde. Merci, bye bye. Merci. Merci à Antoine et à Sylvain. Très belle rencontre, très beau moment passé avec eux. Je vous rappelle que c'est le début de notre campagne Ulule intitulée Mission Forsberg. Allez voir la page ulule.com/Mission Forsberg. Vous pouvez voir les liens à travers tous nos médias sociaux ou notre site dretsultape.com. Contribuez, permettez-nous de vous offrir 12 nouveaux épisodes de débiles exclusifs où je m'en vais en Suède rencontrer Forsberg. Si ça ne vous excite pas, vous êtes mort en dedans. Comme disait mon père, wake the fuck up!